Donc du coup, Caroline, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation du cabinet à la mer Conseil Expertise. Avec Lauriane, on est contente parce qu'on va aborder un sujet aujourd'hui qui est important pour nous tous et nous toutes, qui est le personal branding. Je vais vous partager une petite anecdote. En fait, moi, Caroline, je la connais que depuis quelques semaines, pour être honnête avec vous. Je suis tombée par hasard sur sa hotline le jeudi. Elle fait un hotline en live sur les réseaux sociaux de 13h à 14h. Et je suis allée par hasard et par curiosité. Et ce qui m'a vraiment frappée, Caro, c'est vraiment ta simplicité, ton authenticité. Vous avez vu, j'ai dit Caro, hein. Et tes réponses, elles sont toujours claires, pertinentes, elles sont concrètes. Et vraiment, l'échange, il est fluide. Et ce que j'adore, c'est comme tu le dis, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. On peut vraiment poser nos questions et c'est OK si on ne connaît rien au sujet. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Et du coup, je me rappelle, je t'avais posé une question en lien avec cet événement. En fait, pour info, c'était beaucoup de péripéties pour cet événement. On a lancé la com en plein été. Et je t'avais posé cette question, comment on fait pour avoir des participants en plein été alors que tout le monde est en vacances. En fait, tu m'as répondu simplement, en fait, ce n'est pas la période qui compte, c'est vraiment de faire des posts LinkedIn qui répondent aux douleurs des personnes. Et en fait, c'est tellement logique, mais quand tu me l'as dit, moi, ça m'a vraiment marqué. Et là, je me suis dit, il faut qu'on ait Caro à notre événement, c'est pas possible sinon. Donc, je suis très contente que tu sois là. Merci. Merci pour l'invitation. Pour vous la présenter rapidement, Caroline Minot est l'influenceuse numéro 1 en personal branding en France. Elle anime donc chaque jeudi une hotline en live. Elle est également créatrice du podcast Marketing Square et elle a également autrice du livre From Zero to Hero, bâtir son influence sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le voir, je l'ai là. Comme vous pouvez le voir, je l'ai lu cet été. Il est rempli de post-it. Franchement, j'adore ce livre. C'est pas pour te jeter des fleurs, mais ce que j'adore, c'est qu'il est vraiment simple. Il est intuitif. Il y a des QR codes. On peut accéder à des modèles, à des podcasts. Et vraiment, il est génial. Donc, hyper inspirant. En plus, tu parles beaucoup de concepts liés au coaching. Donc, comme tu sais, moi, je suis également coach mindset. Je suis formée et certifiée par David Laroche, que tu connais bien. C'est un ami. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment top. C'était en lien avec le mindset, tout en étant en lien avec le business, qui est le thème quand même de notre journée. Du coup, on va attaquer les petites questions. Alors, pour information, c'est un atelier interactif. Donc, moi, je vais poser des questions à Caroline et après, évidemment, vous aurez la parole. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions. Et surtout, le petit tips que Caroline m'a dit avant de monter sur scène, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Hyper important. En taguant le compte. ALMR. Consulting. Et on n'a pas personnel. Et agence personnelle. Comme vous voulez. Mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement pour que tu puisses assurer la croissance de ton compte Instagram, d'en parler tout le temps. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler de comment est-ce que finalement on peut faire sa propre publicité, mais sans être lourd, sans être un forceur. Et puis surtout en amenant de la valeur à tout le monde. Donc effectivement, si jamais vous avez envie de prendre une petite photo, de le partager à votre réseau, vous pouvez taguer le cabinet de Rifat. Super. Merci. Elle fait beaucoup mieux que moi. Hein. Vous avez vu ? C'est top. Merci. Juste pour information, vous avez certains ont les livres. Juste quand on va finir l'interview, je vais enchaîner avec une petite présentation et Caroline fera ensuite les dédicaces. D'accord ? Juste pour info. Et pour démarrer, j'aimerais reprendre une de tes habitudes, Caro. Lorsque tu fais tes podcasts, tu aimes bien dire à la personne que tu as en face de toi, comment veux-tu que je te présente ? Et justement, je vais te poser la même question. Caroline, comment veux-tu que je te présente aujourd'hui ? Alors, très simplement, j'aime bien dire aujourd'hui que je ne me considère pas du tout comme une influenceuse et je n'apprends pas aux gens à devenir des influenceurs. J'apprends à gagner en influence. Et l'influence, c'est pas que sur les réseaux sociaux, c'est la capacité à convaincre et à faire bouger les autres autour de soi, dans son secteur d'activité et pas seulement. Donc comment j'aime être présentée comme quelqu'un qui aime faire bouger les gens dans la direction qu'ils souhaitent. Super. Je le dirais un peu à l'impro. Simple, clair, efficace. Vous avez vu ? Il n'y a pas mieux. Du coup, Caroline, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce terme ou pour qui c'est un peu flou, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le personal branding ? Alors, tu as raison de dire, ce terme, il est flou et puis il est aussi un peu galvaudé. Quand on lit personal branding, on se dit mais qu'est-ce que c'est encore que ce nouveau machin marketing qu'ils ont imaginé ? En fait, le personal branding, pour moi, c'est tout sauf l'idée qu'on s'en fait, un espèce de costume, un masque qu'on doit porter au travail, une étiquette, une nouvelle carte de visite. Toutes les histoires qu'on raconte en fait sur le personal branding comme
comme étant un travestissement. Moi, je pense que c'est tout l'inverse. Je pense que quand on est mauvais au travail ou qu'on n'est pas le numéro 1, tout simplement, c'est qu'on n'est pas pleinement qui on est. On n'est pas pleinement aligné. Et du coup, ma définition très propre à moi-même du personal branding, et c'est celle que je raconte dans ce livre, c'est comment est-ce que finalement, vous pouvez, au lieu d'être sans arrêt en train de vous raconter, transpirer qui vous êtes. Et ça vous permet, au lieu de vous vendre, parce que personne n'aime se vendre, soyons honnêtes, de vous faire acheter. Créer du désir, créer de la préférence. Et c'est ça qu'on travaille en personal branding. Et donc l'idée, c'est d'être bizarrement et peu intuitivement beaucoup plus soi-même qu'avant. Et je vais vous donner un exemple tout bête. Toute ma vie professionnelle, j'ai travaillé à gommer ce qui était mes plus grandes qualités. Ma plus grande qualité numéro 1, reproche préféré en entreprise, je parle trop vite. Aujourd'hui, j'ai créé le seul podcast, Marketing Square, qui ne peut pas s'écouter en x2 parce que je suis déjà avec une voix accélérée. Toute ma vie, en fait, les choses qu'on m'a reprochées, j'ai voulu les gommer. Du coup, j'étais un peu à côté de la plaque, j'étais pas tout à fait moi-même. Et ça sent, je pense, on l'a tous senti, quand on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas bon. Tout simplement, on n'a pas encore trouvé sa place. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu communiquer avec ce livre, c'est finalement tout l'inverse de ce qu'on nous apprend. Pour être le numéro 1, il faut commencer par bien comprendre qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous fait triper, trouver notre zone de génie, et puis après, créer du contenu autour, mais toujours en se marrant. Et si vous perdez cette zone de vue, la zone de fun, la zone de plaisir, vous allez rapidement ressembler à une pâle copie de ce qui se fait autour et vous n'aurez pas de résultat. Yes, trop bien. Et justement, selon toi, c'est quoi la différence entre le personal branding et la communication d'entreprise? Parce que tu vois, ici, on a des chefs d'entreprise. Et c'est quoi la différence que tu fais entre les deux? Alors, la différence, elle est énorme. Et d'ailleurs, on voit très bien que tout ce qui ne marche pas, c'est le mélange des deux. Quand on veut avoir l'air un peu cool et en même temps un peu corpo. Donc ça ne marche pas. C'est un maudit mélange qu'il ne faut absolument pas essayer. Aujourd'hui, ce qui fonctionne le plus, c'est d'utiliser son profil personnel parce que tout le monde en a ras-le-bol de la com corporate. On a l'impression de lire des brochures et quand c'est en ligne, c'est encore plus irritant de voir des phrases alambiquées, mais ok, mais où est-ce qu'il veut en venir? Ou alors c'est des poncifs où on se dit, mais encore une boîte dédiée à l'innovation et au progrès. Ok, apprends-moi quelque chose, dis-moi vraiment qui tu es. Donc on injecte de la personnalité maintenant dans ce qu'on fait et le profil des fondateurs, mais aussi des salariés, c'est un super canal pour engager. Aujourd'hui, sur un poste personnel, c'est-à-dire fait à partir d'un profil qui porte un visage, vous allez engager 8 fois plus que sur un profil corpo. Donc même si vous avez tous aujourd'hui, et on s'en était parlé ensemble Rifat, on a une page par exemple cabinet ALMR, vous avez la page, moi j'ai ma page de boîte aussi, agence personnelle, vous allez avoir des pages corpo, vous allez galérer à engager sur ces pages corpo. Si vous utilisez la force de votre profil personnel, vous allez naturellement amener de l'attraction vers ce que vous faites pour qui vous êtes. Les gens vont être naturellement intéressés, ils vont pas brader vos tarifs parce que vous aurez créé de la préférence de marque et peut-être si vous avez de la chance, vous allez pouvoir aussi créer un média autour de ça. C'est-à-dire que les gens vont se mettre à suivre votre marque corporate parce que ça leur apporte quelque chose, pas juste parce qu'ils ont besoin de devenir clients. Et donc là, évidemment, ce qui s'enclenche, c'est, je vais vous donner l'exemple de Gaëlle qui est au premier rang. Gaëlle, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. Elle a un compte Insta qui s'appelle Kiffe ton cycle. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai une copine qui me dit « Ah, mais je pense que j'ai un syndrome prémenstruel, mais j'y connais rien. Qu'est-ce que t'en penses ?» Je dis « Je ne sais pas. Va voir le Instagram de Gaëlle, Kiffe ton cycle. Elle fait des millions de vues. Ça a l'air d'être bien. Et elle fait aussi des formations si tu veux apprendre à gérer mieux ton cycle et tes émotions. » En fait, vous voyez, ça crée pas seulement de la préférence. Le personal branding crée aussi de la viralité naturelle. Ça veut dire que pendant que vous dormez, au lieu de dépenser des milliers en publicité, vous avez des gens qui font votre promotion de façon complètement naturelle et avec le pouvoir qu'on connaît de la recommandation, on a beaucoup plus confiance. Quand c'est Rifat qui nous dit « tu devrais passer par lui, il est super », on a 2 fois plus confiance que si on voit une pub sur Google Ads, même si le mec a les dents blanches et qui serre une main comme ça, voilà, on a moins confiance. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, par exemple, nous au cabinet, avec Lauriane, on a chacune notre compte LinkedIn et on a aussi notre compte pro, ALMR, et on nous dit toujours qu'il faut jamais, la corporate, tu vois, faut pas l'alimenter parce que personne va dessus. Est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Alors, ils sont un peu extrêmes. C'est pas qu'il faut pas l'alimenter, c'est qu'aujourd'hui, qui a une page corpo sur LinkedIn, une page entreprise, qui a du succès sur sa page entreprise, c'est-à-dire un rich qui les chevaux sont lancés, quoi. Voilà. Le problème des pages entreprises, c'est que LinkedIn, dans son business model, comment est-ce que LinkedIn gagne de l'argent? En faisant payer de la publicité aux pages entreprises. Donc en fait, ils n'ont aucun intérêt à lâcher les chevaux et à vous donner beaucoup de portée. Par contre,
ce que LinkedIn adore, c'est quand vous nourrissez votre profil personnel avec de la donnée. Parce que bingo, qu'est-ce que LinkedIn vend en publicité ? Vos données personnelles. Donc votre profil personnel, plus vous postez, plus LinkedIn veut vous donner le goût du sang. Ah, génial, redonne-moi de la data, dis-moi en plus sur toi, quels sont les mots-clés de ton secteur, quels sont les mots-clés qui font réagir ton audience. Tout ce que vous lui donnez sur votre profil ou en post, LinkedIn les utilise pour du ciblage publicitaire. La page entreprise, en général, on fait vraiment 70% de vues en moins sur une page entreprise. Donc mon conseil pour les pages entreprises, pour ceux qui ont levé la main, tout n'est pas foutu. Moi, ce que je fais, c'est que je l'utilise vraiment comme une page vitrine. Donc je mets un témoignage client, le lien de mon site internet et vous pouvez mettre éventuellement un case study, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire un petit cas client que vous avez fait récemment. Et vous mettez ça à jour tous les 3 à 6 mois et après, effectivement, on l'oublie. Ce qui est intéressant, c'est par contre de taguer votre page entreprise quand vous faites des posts sur votre profil personnel. Pourquoi ? LinkedIn n'aime pas trop les liens sortants. D'ailleurs, tous les réseaux sociaux n'aiment pas trop les liens sortants, même en story Instagram. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous faites une story avec un lien en story, vous avez un reach qui est baissé. Donc tous les réseaux sociaux se méfient des liens. Par contre, si vous taguez le compte entreprise, là, vous n'avez pas de malus à l'arrivée de reach. Donc c'est intéressant que tu le fasses. Et je trouve que tu t'es déjà pas trop mal lancé là en amont de l'événement. Ouais, ça va, je commence à mettre le pied dedans. Super. Et du coup, selon toi, quels sont les ingrédients essentiels pour bâtir une marque personnelle forte ? Et qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre une marque personnelle impactante à une autre ? Alors, la première chose déjà, c'est qu'on se fait toujours tout un monde de la marque personnelle. Et surtout, on se dit qu'il faut avoir une stratégie pour se lancer. Pas du tout. Lancez-vous sans stratégie. Appuyez sur les boutons. Et vraiment, moi, c'est souvent mon associé me dit « mais toi, c'est la technique du poulet sans tête ». En fait, j'ai tendance toujours à faire le champ de mine. C'est-à-dire que j'envoie des balles partout et je regarde là où ça pète. Et quand ça pète, quand je vois un contenu qui commence à passer les 10 000, 50 000, 100 000 vues, je me dis « ah, il y a de l'attraction ». Et je continue dans cette direction. Donc, mon premier conseil sur la marque personnelle, c'est de ne pas trop vous embêter à lire 15 000 articles sur le sujet, quels sont les posts qui fonctionnent, quels sont les meilleurs formats. Investissez sur le canal qui vous fait triper. Moi, j'adorais LinkedIn parce qu'à l'époque, c'était l'anti-réseau social. C'était le réseau, je vois des sourcils levés, ça a bien changé depuis, mais il y a 4 ans, c'était le réseau social des rats de bibliothèque, de ceux qui n'ont jamais de vacances, qui bossent non-stop, qui font leurs projets. Et en fait, c'était un réseau où on avait la chance de pouvoir faire des connexions très rapidement avec des profils qui, dans la vraie vie, nous auraient jamais donné l'heure. Donc moi, j'adorais LinkedIn et j'y étais tout le temps. Et en fait, vous allez au fur et à mesure vous rendre compte que c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Donc vous, autorisez-vous en fait à appuyer sur le bouton aussi. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, votre post n'est pas moins intéressant qu'un autre. À quoi vous pensez aujourd'hui qui pourrait intéresser un de vos clients ? Un truc tout bête, Rifat, le matin, tu te lèves, il pleut à Orléans, t'es dans la voiture, tu te mets un petit podcast sur Penny Lane, la nouvelle fonctionnalité. T'entends ça, tiens, fais un post là-dessus. En fait, il ne faut pas trop se prendre la tête avec les calendriers édito, la ligne éditoriale, oubliez tout ça. Posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que mon client pourrait trouver utile à lire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je sais que mon client ou l'étape d'avant moi ne sait pas ? Et un truc tout bête, des alternants aujourd'hui peuvent développer leur marque personnelle. J'avais une conférence chez Dior qui me fait former ces alternants et ils me disent qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient à raconter ? C'est des alternants, ils débutent. C'est déjà des étapes d'après. Il n'y a pas, en fait, une seule personne qui n'a rien à raconter. Tous ceux qui sont en alternance chez Dior, c'est l'étape d'après de ceux qui cherchent une alternance. Donc, ils peuvent déjà raconter comment ça se passe, comment on trouve une alternance, comment on passe les entretiens. Votre expérience, c'est votre expertise. Et ça, en France, on a un peu... on a de la concurrence avec le bout derrière. Ça, en France, on a un peu du mal. Parfois, on se dit, mais j'ai pas d'expertise. Si vous l'avez fait, vous savez le raconter. Et je pense qu'il ne faut pas aller plus loin pour se lancer. C'est juste la marque personnelle, ça va prendre votre forme. C'est pas à vous de mettre un espèce de zip et de vous déguiser pour avoir l'air bien ou avoir l'air cool. C'est plutôt l'inverse. Ça va venir au fur et à mesure autour de vous. Trop bien, hyper intéressant. Et du coup, dans ton univers, tu parles du concept de monopole personnel. Comment le définirais-tu ? Et surtout, comment peut-on identifier son propre monopole personnel pour se distinguer des autres ? Alors, ce que je préfère vous raconter sur le monopole personnel, c'est encore une fois, on ne va pas s'alourdir avec des matrices, des workflows, toutes les cases qu'il faut cocher pour faire un bon post, tout ça. Libérez-vous vraiment de ça. Ce que j'aime dans l'idée du monopole personnel, c'est que ça vous explique que vous êtes tous uniques. Et le frein principal qu'on a à se lancer, c'est qu'on se dit tous
On s'est tous déjà retrouvés face au poste en se disant oh, mais je suis pas intéressant, j'ai rien à dire. Et on nous a tous dit dans notre vie, pourquoi vous et pas un autre, par exemple, à un entretien. Et on ne savait pas trop quoi répondre. Et je trouve que c'est d'ailleurs une très bonne chose, ça montre qu'on n'est pas tous complètement mégalos, que de se sentir, bah oui, c'est vrai, finalement, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres ? Le monopole personnel, il vous dit que vous n'avez pas plus que les autres. Vous êtes juste différent. Vous êtes différent parce que dans l'équation de vos talents, de vos compétences et de votre expérience, bah, y a un seul point de jonction. Et c'est ça qu'il faut aller creuser. Donc pour ceux qui s'intéressent aussi, j'imagine qu'il y a des coachs parce que les coachs attirent les coachs. Est-ce qu'il y a des coachs dans cette salle ? Oh là là. Tous ceux qui ont la page entreprise. Non, je plaisante. En fait, il y a un exercice qui m'a vraiment intéressée au développement personnel. Il faut savoir que j'étais, et je suis toujours assez mal développée personnellement, mais je me soigne. Quand j'ai découvert le développement personnel il y a 4 ou 5 ans, j'ai découvert le Ikigai en fait. Ça a été ma clé d'entrée. Et le Ikigai, pour moi, c'est un peu l'équivalent du développement du monopole personnel, qui est un concept développé par Dave Perel. C'est un peu la même chose. En fait, j'étais paumée dans ma vie, je savais pas quoi faire. Je venais de rentrer en France après 9 ans à New York et je savais pas si je devais me reconvertir ou pas. Et j'ai fait le Ikigai et j'ai eu un instant de grâce. Tu vois, j'ai eu une épiphanie et je me suis dit putain, ces 3 colonnes. Tout simplement, ça a répondu à plein de questions. Donc, si vous posez des questions sur je ne sais pas sur quoi je devrais prendre la parole, je ne sais pas trop ce que je pourrais raconter, qu'est-ce qui fait que je suis moi et que je suis différent des autres, le monopole personnel, intérêt, expérience, compétence, c'est un bon terrain d'attaque pour vous. Yes, top, c'est ce qu'on apprend aussi en coaching, un super outil. Et du coup, une fois qu'on a identifié son monopole, comment assurer une stratégie de ciblage efficace ? Et est-ce que tu as des conseils concrets à nous partager ? Est-ce qu'il y a des réseaux à privilégier ? Est-ce qu'il y a des formats de contenu, des messages clés ? Alors, pour le ciblage, c'est pareil. On va faire table rase de tout ça. Aujourd'hui, le premier préconçu qu'on a sur LinkedIn, c'est un réseau pour parler à ses clients. Sauf que sur LinkedIn, il n'y a pas que nos clients. Il y a, hélas, nos anciens collègues relous, certainement nos ex, notre mère qui traîne de temps en temps pour vérifier qu'on a toujours du travail. Donc, en fait, il y a plein de monde sur LinkedIn et en fait, il y a plein de monde qui peut faire votre publicité. Donc, c'est un peu dommage de se dire, sur LinkedIn, il faut que j'adresse que mes clients. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est partir, encore une fois, de ce qui vous fait triper, vous. Par exemple, vous allez me trouver 5 domaines sur lesquels vous pouvez parler sans vous arrêter. Et vous allez peut-être me dire que dans ces domaines-là, il y a des domaines qui ne sont pas tout à fait dans ce que vous faites. Je vous donne un exemple tout bête, la personne à côté de moi, Rifat. Rifat, aujourd'hui, vous voyez, en fait, elle est experte comptable, mais à côté de ça, elle s'intéresse à plein de trucs. Il y a peut-être du juridique, il y a certainement de l'entrepreneuriat, il y a le beau David Laroche, il y a plein de personnes, de personnalités, de créateurs, d'intérêts qu'elle a envie de partager. Et ce serait dommage que tous les jours, elle nous assène la nouvelle règle fiscale qui vient de tomber ou la dématérialisation de telle ou telle facture. On s'en fiche. Nous, on a envie de suivre quelqu'un où on se dit, c'est quelqu'un qui est inspirant, c'est quelqu'un qui a toujours une tonalité, une patte, une signature. Donc en fait, lâchez-vous la grappe avec le « oui, mon client, il faut que ça fasse bien devant les anciens collègues de bureau, faut pas qu'on se dise que j'ai raté ma vie depuis que je me suis reconvertie ». Lâchez-vous la grappe et juste partez du principe que sur LinkedIn, vous avez le droit d'être vous-même et c'est même comme ça que ça va marcher. C'est le moment où vous allez un peu vous lâcher, et on en parle souvent aussi tous les deux, c'est le moment où vous allez un peu vous lâcher, où vous allez faire de l'humour, où vous allez faire une accroche qu'on n'attend pas, que vous allez devenir la star de la machine à café. Le moment où vous pensez que vous avez débordé, en fait, c'est là où les gens se disent « Ah tiens, là, c'est quelqu'un qui a un peu de rugosité. Là, c'est intéressant. » Et vous pouvez aussi partager des vulnérabilités. Alors, spoiler, il faut quand même éviter de dire que ça va mal quand ça va mal. Attendez que ça aille mieux. Et comme ça, vous allez nous partager une petite leçon et on va en tirer quelque chose. Si vous traversez une période de dépression, ce qui peut nous arriver à tous, c'est pas le moment de se lâcher sur LinkedIn. Voilà. Par contre, quand vous aurez fini votre dépression, comme tout le monde en fait, hélas, et je pense qu'on va en faire de plus en plus, vous pourrez raconter que ces 6 derniers mois, c'était compliqué parce que vous avez fait une dépression, parce que vous aviez perdu votre plus gros client, mais heureusement, votre agence s'en sort plus fort. Et là, en fait, c'est un peu inspirant. On a envie de vous suivre et vos clients n'ont pas envie de mettre la clé sous la porte en se disant « Attends, il a l'air quand même un peu instable, Jean-Michel, en ce moment. » Donc, il faut faire effectivement du partage sincère,
Mais il ne faut pas non plus donner envie à tout le monde de paniquer. Et si je vous partage ça, c'est parce que souvent, ça m'arrive qu'on comprenne mal le build in public et qu'on fasse du panic in public. Donc, il ne faut pas raconter toutes vos galères non plus sur les réseaux sociaux. C'est super intéressant. Et du coup, pourquoi en 2025, un dirigeant ne peut plus se permettre d'ignorer son personal branding et est-ce que c'est une question d'influence, de business, de recrutement ou c'est un mix de tout ça? En fait, je crois que c'est le seul outil marketing qui coûte encore 0 €. Donc, j'ai pas de meilleur argument que celui-là. Hein. Franchement, allons-y franco. On regarde nos factures publicitaires, ça va pas. Les SaaS, ça va pas. Même si ChatGPT à 29 €, on en a certainement téléchargé une douzaine d'autres IA. On se souvient même plus où on les a achetés. Le marketing, ça coûte une blinde. C'est hyper dur d'aller chercher des clients. J'ai tous les jours des entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent, en fait, mes coûts d'acquisition, mon coût pour aller chercher un client est tellement élevé que je suis obligée de le garder très longtemps si je veux rentabiliser ma pub. Ah oui, on en est là. Et j'ai envie de vous dire, le personal branding, aujourd'hui, non seulement c'est un outil qui va vous développer personnellement, ça va vous assurer sur le futur, parce qu'une marque personnelle, en fait, si demain, Rifat et moi, on met la clé, ou Gaël, je te mets dans notre bateau, on met la clé sous la porte, on plante notre boîte, on repartira jamais de zéro. On aura toujours notre réseau avec nous. Et à l'époque, c'était le carnet d'adresses du commercial. Vous vous souvenez, on a tous eu un vieil oncle commercial qui nous disait « Ouais, mais je vais partir avec le carnet d'adresses et en fait, ils auront perdu mon carnet d'adresses. » Maintenant, ce carnet d'adresses, c'est LinkedIn. Donc, votre marque... pardon, je suis un peu déformée professionnellement. Ça peut être Instagram aussi, Gaël. Mais en tout cas, votre carnet d'adresses, aujourd'hui, c'est vos réseaux sociaux, c'est la réputation que vous avez créée. Donc, en fait, ça coûte 0 €. Ça va vous permettre de devenir de plus en plus influent dans votre secteur. Ça va vous rendre plus heureux aussi parce que je pense que tous ceux qui ont une marque personnelle forte vous le diront, ça donne confiance d'avoir des gens qui nous aiment en fait. Hein. C'est le but de la vie, on court tous après ça. L'amour, la reconnaissance dans le monde du travail, c'est le truc qu'on cherche aussi. Hein. Donc, avoir cette marque personnelle, on le voit en entreprise, quand vous commencez à dire à vos salariés c'est intéressant que tu partages sur LinkedIn ce que tu apprends, tout ça, que votre salarié, en fait, il se sent valorisé, il se sent même un peu starifié, vous allez voir l'impact que ça a sur le niveau de confiance et d'estime des gens. La marque personnelle, ça fait aussi rester vos salariés plus longtemps. Il y a même une stat qui dit que la marque personnelle du dirigeant, donc le fondateur, fait rester les salariés plus longtemps. Donc en fait, ça crée plus de proximité, plus d'amour, plus d'engagement avec l'entreprise. Donc la liste est longue des raisons pour lesquelles il faut le faire. Et par contre, là où il y a une vraie opportunité, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement peu de gens qui osent vraiment se lancer. Et quand je dis oser se lancer, c'est pas faire un post par semaine où vous vous cachez derrière une news institutionnelle, où vous faites le bon vieux repost des familles. Je vous vois, j'ai reposté le post de ma page entreprise, comme ça on m'a pas trop vu. Ça c'est comme si vous faisiez rien. Quand vous me dites en ce moment je like beaucoup de posts LinkedIn, c'est comme si vous faisiez rien. Là où vous commencez à exister sont les commentaires. Et des commentaires qui sont vraiment nourris. C'est comme, vous savez, quand vous cherchez un job. Votre petite cousine qui vous dit « j'ai postulé dans 100 endroits », on sait qu'elle n'a rien personnalisé, on sait qu'elle va avoir aucune réponse. Par contre, si elle fait 5 bonnes candidatures avec une vraie lettre de motivation, là, les gens, ils vont l'ouvrir en fait. C'est pareil pour vos commentaires. Toutes nos vies, on fait les mêmes erreurs. On se dit, je fais des trucs pas personnalisés, mais je vais me faire remarquer. Mettez 5 bons commentaires par jour. Commencez à muscler votre réseau. Buvez des cafés dans la vraie vie. On va en venir après sur les choses concrètes à mettre en place. Mais c'est tout ça, en fait, qui va faire que petit à petit, vous allez créer une marque personnelle forte. Yes. Et quels sont, selon toi, les bénéfices directs et mesurables qu'un dirigeant peut obtenir en travaillant sur sa marque personnelle? Et est-ce que ça permet de recruter plus facilement, de générer de nouveaux clients, d'avoir des nouveaux partenariats? Est-ce que ça aide? Alors, ça aide énormément sur la marque employeur. Et franchement, aujourd'hui, sur les conférences marque personnelle, souvent, je fais la marque candidat, la marque employeur. En fait, les bénéfices sont incommensurables, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. La chose la plus importante pour moi qui montre que vous avez vraiment de l'attraction sur vos réseaux sociaux, c'est le taux d'engagement. Le taux d'engagement fait qu'aujourd'hui, par exemple, si vous voulez bosser avec des marques comme, vous parliez de Penny Lane, moi j'ai bossé avec Penny Lane pour le coup, ces marques-là, quand elles bossent avec des gens et qu'elles doivent mesurer l'influence, elles ne regardent pas que le nombre d'abonnés. Et d'ailleurs, les abonnés vont de moins en moins compter. Donc, lâchez-vous la grappe là-dessus aussi avec vos « mais j'ai que 100 abonnés, j'attends d'en avoir 1000 pour vraiment prendre les choses sérieusement ». Lâchez-vous la grappe, les abonnés, ça sert vraiment de moins en moins à quelque chose. Plus le temps passe, plus ce qui fait la différence, c'est votre taux d'engagement. Parce que votre taux d'engagement, donc like, commentaire, partage,
et même les sauvegardes, mais parfois elles ne sont pas visibles. Mais toutes les preuves, en fait, toutes les traces d'interaction sur vos contenus envoient un signal à l'algorithme que ce que vous faites, c'est quali. Et c'est ça qui va vous permettre de, sur LinkedIn, devenir top voice. C'est ça qui va vous permettre de gagner plus d'abonnés parce qu'en fait, et vous le savez dans vos métiers, la preuve sociale, c'est le facteur numéro 1 qui fait qu'on va cliquer. Donc quand on voit que c'est la fête sous votre post et qu'il y a 50 commentaires, personne va dire « Ah non, Anne-Louise, elle a que 10 abonnés ». S'il y a 50 commentaires sur votre post, vous allez avoir beaucoup plus de classe que si vous avez 50 000 abonnés. Parce qu'on va se dire étoile montante. Donc vraiment, ne complexez pas. J'entends souvent ce truc de « j'ai pas beaucoup d'abonnés », on s'en fiche. Regardez vraiment les interactions et surtout, suivez votre progression. Suivez pas les stars du secteur, elles sont là depuis 4 ans. Moi, vous verrez dans le livre les dingueries que j'ai postées. Je cherchais mon appartement sur LinkedIn. J'ai fait des posts qui faisaient 0 vues. J'ai fait un post à 9 vues quand même. Mais je vous ai mis dans le... Ne regardez pas ceux qui sont là depuis 4 ans. D'accord ? Regardez vraiment vos stats à vous. Vous suivez que vos stats à vous. Vous postez des trucs qui vous font plaisir. Et vous verrez, vous allez commencer de plus en plus. Au début, ça va être un Jean-Michel qui va vous dire « J'ai adoré votre publication ». Au début, vous allez avoir 2-3 posts faits par des robots avec marqué « Très intéressant ». Vous allez avoir les yeux qui se ferment. Et en fait, au bout de 4-5 jours, vous allez m'appeler. Vous allez me dire « Ça y est, ça prend ». C'est comme le vélo, ça prend. Trop bien, hyper intéressant. Et du coup, si demain, il y a un dirigeant qui nous écoute et qui doit se lancer sur sa marque personnelle, quelles seraient, selon toi, les 3 premières actions simples à mettre en place ? Je vais prendre Gaël, parce que je trouve que c'est un bon patient test. En fait, si demain Gaël vient me voir et me dit « J'ai besoin… C'était quoi le brief exact, Rifat ? C'est affirmer ma marque personnelle ou c'est… Oui, c'est ça. Donc, global, est-ce qu'elle veut plus de clients ? Est-ce qu'elle veut des collaborations avec par des exemple, marques ? plus de clients. Plus de clients ? Oui. Donc, Gaëlle vient me voir, elle me dit « Caro, j'ai une formation sur mieux gérer son cycle menstruel. J'ai besoin que tu m'aides à trouver des clients. » Le premier screen que je fais, c'est-à-dire le premier audit, je vais regarder sur son compte pour comprendre si c'est facile à acheter. L'erreur numéro 1. On fait tout bien et on oublie de regarder ce qu'on appelle le tunnel d'acquisition dans le jargon. Je m'explique. Combien d'étapes avant de vous acheter ? Vous prenez une feuille, un papier, pas besoin d'un PhD en marketing. Cet exercice, je vous jure, ça va vous tirer les larmes. Et on l'a fait avec Rifat sur l'inscription à cet événement, parce qu'en fait, on oublie dans la vie le parcours du client. Je veux que vous alliez sur votre profil et que vous me donniez le nombre de clics avant de pouvoir vous acheter quelque chose ou prendre un rendez-vous. je vois des découragés. En fait, c'est la première chose quand on me dit « je veux travailler le revenu, je veux travailler l'acquisition ». C'est pour ça que je te demandais vraiment d'affiner l'objectif. Plus c'est précis, plus on peut l'être. Là, pour le coup, la première chose à faire, c'est cet exercice, une feuille, un crayon, et vous allez me mettre le nombre de clics. Est-ce que c'est facile ou pas de vous acheter ? Je vous donne un exemple. On a encore des entrepreneurs qui viennent nous voir en nous disant « je peine à vendre ». Il n'y a pas de lien vers leur site. Je vous dis, c'est une vraie histoire. C'est des gens qui sont hyper smart, qui ont monté des boîtes, qui ont 50 salariés. Ils n'ont pas mis le lien vers leur site. Donc, aussi simple que ça, Rifat, le premier regard que j'ai, ça va être le profil et le tunnel de conversion. On va le dire simplement. Nombre de clics avant de vous acheter. Est-ce que c'est facile ou pas ? Est-ce que ça donne envie ? Vous prenez votre mère, votre tante, votre cousine. Ok, t'arrives ici, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais ? Si vous voyez que la personne, elle panique, il y a un truc qui ne va pas. La deuxième chose, du coup, c'est la stratégie de contenu. Vous voyez que moi, déjà, je le fais après. Souvent, on se dit, j'attends d'avoir eu du succès et je m'occuperai de mon profil. Non, c'est l'inverse. Tant que vous envoyez des clients ou des spectateurs sur un profil qui est une page d'erreur, où il n'y a pas votre site internet, où votre proposition elle n'est pas claire, où la photo, on se demande ce que vous faites, vous êtes avec un gobelet d'une université US, un gobelet rouge comme ça, vous avez complètement cuit à un mariage. En fait, là déjà, on sait que tout le travail que vous avez fait de faire votre beau post, que vous avez bossé pendant 4 jours, relu par 6 personnes, ça va dans le mur. Donc, première chose, le profil. Deuxième chose, la stratégie de contenu. Et là-dessus, moi, ce que je fais, c'est technique de prolifération. Je vais, dans un premier temps, me dissocier de toute stratégie parce que Gaëlle, elle est chef d'entreprise, elle s'en fiche de faire un calendrier éditorial, je ne vais pas l'embêter avec ça. Je vais lui dire, Gaëlle, tu vas me donner tes mots-clés. Avec 5 mots-clés, je vais en chercher 20. Et avec ça, je vais créer des contenus rapides. Ça ne veut pas dire bâclés, mais je vais créer des contenus rapides. Ça veut dire une thématique, une proposition. Qu'est-ce que j'ai à raconter là-dessus ? Je vous donne un exemple. Gaëlle, elle va avoir par exemple les règles. Qu'est-ce que je peux faire à partir du mot-clé règles ? Première règle, douleur règle. Première règle. Gaëlle, raconte-moi, c'était comment tes premières règles ? Ah bon, tu crois que je peux raconter ça sur LinkedIn ? Bah ouais, en fait.
parce que personne le fait et qu'aujourd'hui, en fait, ceux qui racontent, en fait, toutes les jeunes filles, elles ont peur de leurs premières règles. Et on a toutes eu peur de les avoir à la piscine aussi, messieurs. Donc ça, c'est un truc universel. Donc moi, je vais m'appuyer sur des choses universelles par rapport à premières règles, et je pourrais faire la même chose avec douleur règles, et je vais aller créer du contenu sur ces thématiques. Imaginons que je passe tout un dimanche à faire ça. Je vais écrire 15 posts. J'en shoot un par jour. Très rapidement, Gaëlle, elle va être top voice. C'est aussi simple que ça. Ça vient très rapidement et vraiment, tous ceux qui l'ont fait vous diront à quel point les réseaux sociaux, c'est explosif. Vous allez avoir des résultats tout de suite avec ce que je vous dis, cette non-stratégie, parce que vraiment tout le monde peut le faire, je vais chercher 5 mots-clés, je vais en chercher 20, et derrière, je vais écrire des posts. Évitez de faire trop de ChatGPT. Il y a un outil qui s'appelle Magic Post, qui est très, très facile à utiliser, qui va vous donner des idées de sujets, qui va vous permettre d'écrire vos posts. Mais gardez toujours en tête, plus vous mettez de matière dans ChatGPT, plus vous avez quelque chose d'intéressant. Et gardez toujours en tête que les générations qui arrivent vont avoir beaucoup de mal à apprendre avec les IA. C'est pareil pour nous. S'il y a un truc que vous ne savez pas faire et que vous demandez à ChatGPT d'exécuter, vous n'allez pas l'apprendre. Donc je me l'impose à moi-même cette règle et c'est difficile, mais il faut qu'on se rende compte, on ne peut pas développer des compétences en écriture si tous les jours on demande à ChatGPT d'écrire nos posts. Donc voilà. Je vous ai démoralisé là, vous me regardez même plus dans les yeux. J'espère que Lauriane t'a loté. D'après toi, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que font les dirigeants quand ils développent leur personal branding? Et à l'inverse, quels sont les traits communs de ceux qui réussissent le mieux? Alors, les erreurs fréquentes, franchement, de ChatGPT. J'ai souvent, quand je fais des consultings, on me montre des posts ChatGPT, on me dit je ne comprends pas, j'ai pas de résultats et je suis toujours un peu de mal à l'aise. Du coup, en général, ce que je fais, c'est la même technique avec les pré-ados. Vous leur dites ok, tu as raté ton contrôle, combien de temps tu as passé à réviser? Et là, la personne me dit 5 minutes, je l'ai fait sur ChatGPT. En fait, le problème, et je suis certainement un peu vieille école, si vous ne mettez pas de l'effort, vous n'aurez pas de résultats. En tout cas, moi, dans la vie, ça n'a jamais marché, les raccourcis. Donc, en fait, j'ai eu des résultats quand je me suis dit, waouh, ce post, ça me tient à cœur, je suis contente, je suis fière de ce que j'ai écrit, j'aurais aimé lire ça. Et en fait, le problème, c'est l'erreur numéro 1 en ce moment sur LinkedIn. Et même moi, pour la première fois, j'ai un peu un désamour de LinkedIn à cause de ça. C'est les posts ChatGPT et le nombre de personnes qui ont 21 ans qui sont devenues expertes de leur domaine, à donner des conseils de genre comment faire un entretien d'embauche à 21 ans. Et en fait, il n'y a plus vraiment de matière. Et surtout, on se dit pourquoi aller sur LinkedIn si je peux le trouver sur ChatGPT. Donc, moi, je m'impose cette règle de fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et c'est assez... voilà. Pour moi, le premier défaut qu'on a, c'est qu'on écrit 15 posts d'affilée sur ChatGPT. C'est bien, ça va vite. Mais en fait, c'est pas intéressant. Donc, je préfère que vous me fassiez, que vous me disiez un truc vrai qui vous est arrivé récemment, une leçon, un moment où vous avez été surpris. Le truc le plus facile à faire, c'est le paradoxe. Quel est le plus gros paradoxe dans votre industrie? Je vous donne un exemple tout bête. Ma meilleure amie, elle est avocate fiscaliste. Elle n'a jamais fait sortir ce poste. Ça aurait fait un carton. Tous les avocats fiscalistes qui bossent en entreprise sont fauchés. Ils n'auront jamais les moyens de se payer leurs services. J'adore, mais il n'y a que moi qui le sais. Le jour où elle fait sortir ce poste, et on en parle beaucoup parce que du coup, Mathieu est dans ce domaine-là, en tout cas tous les domaines du notariat, tout ça, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, je le sais, mais sachez qu'à partir du moment où vous allez chercher les paradoxes de votre métier, et vous pouvez être plus gentil que moi, mon métier c'est de faire de la viralité, donc je tape fort, mais si vous allez chercher les paradoxes, vous allez toujours déterrer des histoires intéressantes que les gens auront plaisir à lire et qui ne seront pas déjà écrites 5 fois à côté. Donc posez-vous les questions. Qu'est-ce qui est paradoxal dans votre métier? Si demain, il y a un stagiaire qui arrive chez vous, qu'est-ce que vous allez lui raconter qui ne se voit pas de l'extérieur? Là, en général, on déterre des trucs un peu intéressants. Et du coup, ta deuxième partie de question, c'était les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques que vous pouvez oublier, c'est pas besoin d'être parfait pour poster. Tous les jours, j'ai des posts qui sortent avec mon daron qui m'écrit « T'as fait une faute d'orthographe, t'as mal conjugué ton participe passé. Et pourtant, j'ai fait un bac L, donc j'ai honte. » Mais vous allez toujours faire des trucs pas terribles. Parfois, vous allez dire un truc faux. Parfois, vous allez mettre la fameuse stat de ChatGPT et vous lui avez dit as-tu vraiment la source et en fait vous n'avez pas cliqué, ça mène vers une page d'erreur, on l'a tous fait celle-là. Donc vous allez forcément faire un truc pas terrible, c'est pas grave, l'important c'est d'avoir fait. Donc première chose, vous n'avez pas besoin d'être parfait, plus vous commencez, moins on vous regarde.
On a tendance à penser l'inverse. Souvent, les gens disent « Ah, mais je ferai l'effort quand je serai connu. » C'est exactement ça, en fait. Il faut vraiment penser comme ça. Parce que quand tu viens de te lancer, que tu as 10 abonnés, yallah, t'as personne à décevoir. Par contre, moi, tous les jours, ma boîte email est truffée de « Je m'attendais pas à ça de ta part. Le post que t'as fait pour recommander tel truc. En fait, moi, j'aime pas cet outil. Je suis très déçue. Ça fait 3 ans que je te suis. Je m'attendais pas à ça. » En fait, plus vous allez avoir de succès et d'influence, plus vous nourrissez des attentes. Donc là, dites-vous, yallah, vous avez personne à décevoir. Allez-y. Et autre chose, vraiment, le visuel, ça compte. Donc, si vous me faites la même règle de ChatGPT à me sortir la photo de banque d'images, on vous voit Getty Images, vous trouvez sur Google Images ou dérober à quelqu'un l'image un peu de synthèse ou le truc qu'il y a, ça marche pas en fait. Mettez-moi une photo sympa de vous. Vous n'êtes pas obligé de jouer les top modèles mannequin Wish, mais juste vous demandez à une copine un jour de vous faire 3-4 photos dans le contexte de votre activité. Il faut qu'on vous voit. Et ça, c'est un truc important que j'avais à dire aussi sur aller chercher des clients. Il faut vous montrer en situation. Show, don't tell, disent les Américains. En fait, si vous voulez vendre des conférences, vous êtes conférencier, ok, mais s'il n'y a que des photos de vous attablées à la cantine, en fait, j'ai pas envie de vous acheter. J'ai envie de vous. Si vous êtes conférencier, je veux vous voir avec un micro Madonna, je veux vous voir sur scène. Si vous êtes coach, je veux vous voir en train de coacher quelqu'un. Montrez-vous vraiment dans les visuels, dans l'exercice de votre activité. Ça crée de la confiance et, chose très importante pour le cerveau, surtout si vous vendez du service, ça crée de la familiarité. On voit Mathieu en train de gagner un projet. Ouh, il a l'air brillant. On est aussi primaire que ça. Maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait que le subir ou est-ce qu'on l'utilise nous aussi à notre avantage? Trop bien, parce que j'ai Célestine qui est là, qui est médecin, et il y a quelques temps, elle nous envoyait des photos. Elle va me tuer, mais elle nous envoyait des gens photos. tout nus dessus. Ouais, est-ce qu'elle est bien pour mon LinkedIn? Que je dis, t'inquiète pas, Caroline, elle sera là, elle va t'expliquer comment faire. J'espère que tu as pris des notes. Ne nous mets pas des opérations à cœur ouvert quand même sur LinkedIn, s'il te plaît. Ça, quoi. Pour tous ceux qui ont peur du sang. Et je tiens à préciser, vous avez la chance d'avoir 2 photographes aujourd'hui, Anne-Claire et Grégoire. Donc, n'hésitez pas à aller les voir pour prendre vos photos pour votre LinkedIn et site internet aussi. Caroline, nous, ici, on est tous des dirigeants et comme tu sais, on n'a jamais le temps. Comment intégrer le personal branding dans son agenda sans que cela devienne une charge supplémentaire? Alors, la première règle, on l'a déjà vue, mais on va quand même le marteler. Il faut 5 fois pour retenir une information, donc allons-y. Ne vous prenez pas trop la tête. Vraiment, mieux vaut fait que parfait. Donnez-vous une routine. Moi, ce que je faisais au début, c'est un peu drastique, mais ce que je faisais au début, c'est que je me mettais une alarme et je mettais 20 minutes pour écrire un post parce qu'en fait, on prend toujours le temps qu'on a. Donc, si vous vous dites, il faut que mon post soit fait aujourd'hui, ça va peut-être vous prendre 24 heures. Si vous vous mettez un slot dans votre agenda, un créneau, 20 minutes post LinkedIn, même si c'est une daube, au bout de 20 minutes, j'appuie sur le bouton, le truc, il est publié, il est parti. Et il fera honte à mes parents. Si vous vous mettez une alarme et que vous encouragez à poster, même si ce n'est pas parfait, en fait, vous allez voir les progrès que vous allez faire très rapidement. Donc les 5 premiers posts, ils ne seront pas dingues. Moi, je les ai mis, j'ai jamais effacé mes posts et je les ai mis dans mon livre. C'est la partie préférée de mon livre. Ça m'a beaucoup déçu d'apprendre ça. La partie qu'on préfère dans mon livre, c'est j'ai mis mes posts les plus pourris. J'ai appelé ça le Hall of Shame et c'est les premiers posts que j'ai faits. C'est pas grave, ça vous fera marrer plus tard de l'avoir fait, vraiment. Allez-y. Donc, ne vous prenez pas trop la tête. Arrêtez de regarder votre post pendant 4 heures. Vous perdez du temps. Et la deuxième chose, c'est de créer un système. Et ça, c'est exactement... nous, c'est ce qu'on a fait du coup chez Agence Personnelle. On s'est dit, en fait, les gens, pour faire leurs vidéos, ça leur prend 2 heures par jour. C'est pas rentable pour une vidéo de 30 secondes. Donc, nous, on batch tout ce qu'on fait. Donc, pendant 2 heures, on s'assoit, on interview Rifat et on lui fait faire 20 contenus sur sa thématique avec les fameux mots-clés dont on parlait avec Gaëlle. Et on va chercher tous ces contenus-là pour faire la stratégie de prolifération. Il faut que vous créiez un système. Parce que si vous vous dites « Ah, mais tous les jours, je vais faire un petit peu », vous risquez de vous éparpiller. Donc, première chose, pas vous prendre trop la tête. 2, créer un système en fonction de ce que vous aimez produire. Je vous donne un exemple. Si vous faites du podcast, mettez pas des podcasts un peu partout dans votre agenda. Vous mettez une demi-journée et vous en faites 4 d'affilée. Faut tracer. Et c'est pareil pour la vidéo. Parce qu'on a tous eu ce truc-là, c'est pareil sur la vidéo. Vous gardez le même film. Vous lancez la cam
et vous faites toutes vos vidéos d'affilée. Parce que, et surtout mesdames, si on commence à se regarder, oh là là, j'aurais pas dû mettre ce haut, j'aurais pas dû maquiller comme ça, j'ai un truc entre les dents, vous allez jamais en finir. Donc moi, je reste sur le même film et je fais mes 20 vidéos d'affilée. C'est vraiment le truc de batcher, on appelle ça dans le jargon, batcher son contenu. Produire en groupe, c'est le truc qui va vous sauver. Et la dernière chose, c'est de vous organiser. Voilà, c'est tout. Pour faire du contenu, le contenu photo-vidéo, il dure. Donc le jour où vous avez pas, vous êtes sapé comme un as de pique, vous avez un gros épi, en fait, préparez-vous une fois dans la semaine et à ce moment-là, vous faites tous vos contenus. Ça ira beaucoup mieux que, et on l'a tous fait, ah mais il faut que je me maquille parce que j'ai mon Reels à faire aujourd'hui, machin, l'enfer. Donc ne vous prenez pas trop la tête, mieux vaut fait que parfait, une routine efficace. 2, vous batchez, vous produisez en masse. Et 3, un système d'organisation pour grouper vos actions, pour pas être éparpillé à droite à gauche. Super intéressant. Dernière question, Caroline, après on va laisser les autres poser leurs questions. Si tu avais un seul conseil ultime à nous donner pour développer notre personal branding fort, durable et impactant, ce serait lequel ? Je pense que la chose dont on parle le moins, et je plaide coupable, moi y compris, c'est ce qui compte le plus, même sur les réseaux sociaux, c'est votre vrai réseau, votre réseau physique. Et comme vous êtes ici à un événement, il n'y a pas de meilleur moment que de vous rappeler qu'en fait là, vous êtes là pour connecter, parler à votre voisin comme à la messe. À la fin de la conférence, dites bonjour à votre voisin, claquez une bise, serrez la main, racontez ce que vous faites dans la vie. En fait, notre réseau organique, le réseau dans la vraie vie, il est ultra porteur sur LinkedIn. Et moi, comment je me suis lancée sur LinkedIn ? Au début, donc, je fais des bids, je cherche un appartement à Paris, je publie des articles qui n'ont aucun succès en anglais. J'ai fait du coup plein de choses qui n'avaient aucun sens. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais prendre 10 de mes potes qui ont le même enjeu que moi à se lancer sur LinkedIn. Je vais les mettre dans un groupe WhatsApp et on va co-créer. On va s'entraider, on va s'envoyer nos posts à relire et ça t'en penses quoi ? Liker, commenter, partager. En fait, cette recette qui marchait il y a 4 ans et qui m'a sorti de sous terre, elle marche encore. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux dans les formations LinkedIn, c'est de vous attribuer un buddy. C'est quelqu'un qui, comme pour aller à la salle de gym, va vous mettre la pression parce que tous les mercredis à 11h, vous avez 20 minutes de rendez-vous avec lui sur « Ok, t'as préparé ton post, montre-moi le tien, je te montre le mien, on le poste en même temps, derrière on va se commenter, ça met le premier commentaire, comme le premier client dans un restaurant, comme le premier stage. Le premier commentaire, la première chose, c'est toujours la plus difficile à obtenir. Donc déjà, trouver ne serait-ce qu'un pote qui va vous aider à poster, vous dire « Allez, c'est cool ce que tu as fait, ah moi je l'adore ce post, c'est mon préféré », qui va vous saucer, qui va vous ancrer dans cette routine. Ou s'il y a personne qui vous regarde « Ah bah, moi dès que j'arrête de fumer, je le dis à la terre entière. » Parce que je sais que si j'en parle pas, dans 2 jours, je dis « Ok, bah, tout le monde s'en fout que je m'en fume une petite, personne m'a vu. » Si vous commencez à mettre les gens au courant, que vous êtes dans une vraie démarche, que vous avez quelqu'un pour vous soutenir et vous aider, vous allez beaucoup plus tenir. Donc on appelle ça le crew LinkedIn. C'est vraiment l'astuce sous-côté pour vraiment vous lancer et tu m'as dit durable dans ta question, bah ça va vous porter aussi. Et le gros avantage de ça, que vous allez voir seulement des années d'après, vous allez m'appeler en disant « ça y est, je le vois », c'est que vous allez grandir avec ces gens-là. Moi, à l'époque, j'avais 10 000 abonnés. Il y avait Valentine Soda, Nina Ramen, Thomas Rivol, en fait, une dizaine, Francky Spez. En fait, aujourd'hui, c'est les plus gros influenceurs LinkedIn. Vous allez vous lancer en même temps que certaines personnes, vous allez grandir ensemble et en fait, dans pas longtemps, vous serez indélogeables parce que vous êtes la relève et qu'en fait, quand vous allez avoir 20 000 abonnés, vos potes, ils auront encore 20 000 abonnés et vous allez devenir indélogeables comme ça. Et ça, on le sous-estime. On se dit « Ah, mais j'aimerais trop être repartagé par tel influenceur. » Autour de vous, vous avez des influenceurs en herbe. Faites grandir les autres, grandissez ensemble et vous allez voir que vous allez devenir indélogeables. Donc ça m'a vraiment beaucoup porté par la suite. Les 10 personnes dans ce groupe WhatsApp, ça peut aller plus vite que ce qu'on pense. Super, merci Caroline. On peut l'applaudir. Merci à tous. On va prendre 10 minutes pour des questions-réponses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ? Bonjour, merci Caroline, très inspirant, beaucoup d'idées, j'ai pris 4 pages de notes, c'est super. Donc merci beaucoup, je fais ma petite pub au passage. Donc moi je suis Virginie Lecomte, je suis dirigeante du cabinet Admilink, qui est un cabinet de secrétariat externalisé, d'où les petites notes. Voilà, ça c'est fait. De ce que j'ai compris et donc, dans les petites astuces que tu nous as données sur LinkedIn, donc, et par rapport au taux d'engagement,
Moi, j'avais une croyance limitante et merci parce que tu m'as débloqué un truc. Je pensais que poster, ça allait m'apporter des vues, plus d'abonnés, etc. Oui, c'est vrai, mais j'avais pas compris que le taux d'engagement incluait aussi le fait de commenter les publications des autres, de aussi repartager des publications. Est-ce que tu me confirmes que c'est bien ça, le taux d'engagement, c'est aussi ta participation, en l'occurrence, que tu reçois et ce que tu donnes en échange va faire que ta page va être plus remarquée. Alors, je te confirme, déjà, dans ton propre taux d'engagement, il y a souvent tes commentaires. Il faut absolument, dans la première heure, que vous soyez... Merci pour ta question, parce que c'est vraiment un bon conseil à donner. Quand vous faites votre post, allez pas tout de suite vous enterrer la tête dans le sable en disant « Oh là là, je vais pas regarder, j'ai peur de voir s'il y a des gens qui viennent ou pas ». Il faut vraiment, j'ai tendance à dire, c'est la golden hour, c'est les 90 minutes après votre post. Il faut que vous soyez là pour commenter. Quand vous voyez les influenceurs qui ont 300 commentaires, si tu vas chez moi, il y en a 150 qui sont de ma part, parce que je réponds à tous les commentaires. Donc déjà, pour augmenter votre taux d'engagement, faire venir les gens, en fait, il faut répondre à tout le monde. Alors évidemment, quand vous voyez les commentaires IA qui disent « intéressant Pascal », vous n'allez pas vous emmerder à répondre « merci d'être passé, machin, c'est l'enfer ». Donc ceux-là, vous les likez juste. Mais quand il y a des gens qui vous posent des questions, ou vous voyez des personnes qui ont pris le temps de lire votre publication et de vous répondre, en fait, ne pas leur répondre, 1, ça fait tâche, 2, ça vous bloque les commentaires des autres. Ça montre que vous avez ouvert les portes de votre restaurant, mais il n'y a personne qui sert. Donc en fait, les gens vont automatiquement se dire « bon, bah, il n'a pas l'air d'être là, j'y vais pas ». Donc ça fait grossir ton taux d'engagement, oui. Ça donne envie aux gens vraiment de te rencontrer. Ça te permet aussi, je pense, de choper des gens qui vont se dire « ah bah tiens, Anne-Gaëlle est trop sympa, je l'ajoute ». Parce que vous allez échanger 2 commentaires et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. On sympathise sur LinkedIn. C'est notre métaverse à nous. En fait, vous avez partagé 2 commentaires avec quelqu'un, vous vous êtes dit, mais il est cool en fait ce mec, et vous vous êtes ajouté. Donc les commentaires, c'est un peu le premier échange, donc ça vaut le coup d'en mettre. Et en mettre chez les autres, c'est très malin aussi, surtout avec le bon profil qui mène vers votre site internet. Par pitié, maintenant on l'a fait la règle des étapes de conversion. Si vous avez un site qui est efficace, pardon, pas un site, un tunnel qui est efficace, va chez les autres, mettre des commentaires avec, du coup, tu as la preview, tu vas avoir l'aperçu. Quand tu commentes chez n'importe qui, tu vas avoir l'aperçu de tes 90 premiers caractères, je crois. Donc, tu as les premières lettres, donc mettez le plus important d'abord. Typiquement, j'aide les dirigeants à mieux gérer leur secrétariat ou leur administration, ou déléguer votre administratif. Par exemple, pour toi, ça peut être ça. Bah, à chaque fois, comment tu t'appelles? Je t'ai pas demandé. Virginie. À chaque fois que Virginie, elle va mettre un commentaire, maintenant vous la verrez sous les posts de Rifat, déléguez votre administratif. Vous voyez tout de suite et peut-être vous allez vous dire, ah bah tiens, cherchez quelqu'un, ou un tel, cherchez quelqu'un. Donc tu vois, les commentaires chez les autres, c'est une super stratégie aussi. En fait, je te rejoins complètement sur le coût d'acquisition client, parce qu'on a, avec Rifat, on fait partie du même groupe de Mastermind. Donc, on est accompagné par Max Piccinini, qui nous donne déjà beaucoup de tips, beaucoup de choses pour travailler sur le coût d'acquisition client. Il me manquait cette chose-là, parce que j'ai refait faire tout mon LinkedIn avec effectivement les mots-clés au départ. J'aide les entrepreneurs ou j'aide les phobiques de l'administratif, on en a beaucoup. Et il me manquait ça, en fait, le fait d'aller commenter chez les autres et d'aller regarder ce qui se passe ailleurs et pouvoir contribuer ailleurs que sur ma page. Et je te remercie pour ça. Avec plaisir. Et Virginie, si je peux te donner un dernier conseil, parce que c'est une énorme déformation professionnelle de ma part, le positionnement, il est hyper important. Les mots que vous allez utiliser pour vendre vos services, il faut que ça parle à vos clients. À challenger le phobique de l'administratif. Par exemple, je suis dirigeante, j'ai beaucoup d'ego. J'aime pas l'administratif d'ailleurs, ma merveilleuse Mélanie qui se trouve là gère admirablement tout ça pour moi. Bravo. Mais jamais de la vie, j'ai envie d'admettre en public que je suis phobique de l'administratif parce qu'en fait, c'est mon taf. Alors, je te rassure, je ne l'ai pas mis sur ma page. Oui, alors, mais parce que c'est bête, mais la ligne de positionnement et la façon dont vous allez vous amener aux autres doit refléter le langage de vos clients. Par exemple, est-ce que les gens, sur agence personnelle, les gens, ils veulent déléguer leur marque personnelle, ils veulent déléguer leurs réseaux sociaux parce qu'en fait, ils ne veulent pas en entendre parler. Mais on peut utiliser d'autres mots.
On peut aussi dire pour des réseaux sociaux qui vendent 2 fois plus. En fait, il faut absolument que vous alliez chercher, est-ce que tes dirigeants ils veulent plus de productivité, plus d'efficacité, est-ce qu'ils veulent pas en entendre parler, et là-dessus, vous allez voir que vous touchez au nerf de la guerre avec cette golden sentence. J'aime bien mettre golden partout, j'ai passé 9 ans aux États-Unis, ça laisse des traces. C'est la phrase en or. Une phrase pour vous présenter, c'est crucial et je vous invite à aller la chercher un petit peu à l'intérieur de vous. Merci beaucoup. Merci à toi Virginie. Alors je prends la parole pour le coup, pas Caroline, parce que honnêtement, merci pour tout ce que tu as partagé. Je te suivais déjà, mais alors c'est vraiment impressionnant. C'est énormément de bons conseils à appliquer. Et moi, ma question, c'est la suivante, c'est que ça fait à peu près 1 an que je poste sur LinkedIn. J'ai pas du tout de facilité à l'écrit. Ça me coûte, mais je le fais, j'ai des bons retours, etc. Du coup, ça ne me prend pas 20 minutes, ça me prend beaucoup de temps. Et pour autant, j'arrive encore à m'organiser, mais je trouve que le format vidéo est quand même mieux, parce que ça permet aux personnes de voir et de ressentir notre énergie, et de voir qui on est vraiment, parce que sinon, c'est des mots, mais pas qui on est. Et là, c'est encore plus décourageant pour moi, parce que se dire, faire la vidéo, la monter... Aujourd'hui, quand on voit en plus sur les formats vidéo, c'est pas forcément sur un même angle, c'est des angles différents, c'est des espaces différents, etc. Donc du coup, c'est pas quelque chose à minimiser en termes de temps. Donc c'est comment réussir finalement à générer ce contenu sans se cramer et en gardant le plaisir que c'est. Voilà, je ne sais pas très bien formuler ma question, mais je pense que c'est vraiment... comment réussir à produire ce contenu pour être visible, pour mettre sa marque personnelle, mais sans y passer tout son temps et que ça reste fun. C'est une super bonne question parce qu'en fait, on en revient à votre niveau d'énergie. Et vous êtes dirigeant, donc vous devez le préserver. Qu'est-ce que vous aimez faire le plus naturellement ? Moi, j'adore écrire. Si tu savais ce que je gratte, en plus de tout ce que j'écris par jour sur tous les réseaux, j'ai un journal intime qui est nourri 2 fois par jour. Donc en fait, moi, j'adore l'écriture. Si vous vous sentez naturellement porté par l'écriture, si ça vous fait du bien, si ça vous fait marrer, Mathieu, il adore écrire ses posts, il adore s'intéresser à comment transformer un point de vue. En fait, si vous avez la fibre, allez-y. Si ça ne vous fait pas du tout triper, moi je pense qu'aujourd'hui, quand on est dirigeant, il faut toujours être dans notre zone de plaisir. Parce que l'énergie que ça va te prendre, et là quand tu me dis que tu fais tes montages sur CapCut, j'ai envie de te faire un gros câlin, parce que c'est une horreur de faire du montage pendant son temps libre. C'est minutieux, et puis en plus j'ai envie de dire que le rendu, qui va pas être forcément à la hauteur, peut limite te desservir. Parce que quand on voit passer une vidéo un peu amateur, autant la vidéo, c'est un gage de sérieux. Ça fait les journalistes, c'est comme ça qu'ils prennent les gens pour les plateaux télé. Ils regardent qui fait les vidéos parce qu'ils sont sûrs que déjà les mecs ils savent bien aligner 2 mots, ils passent bien à l'antenne, ils ont du charisme, donc en fait ils filtrent comme ça. Mais si tu as une vidéo un peu mal montée, machin, moi au début je laissais les watermarks CapCut, made with CapCut et tout, j'ai fait les pires trucs. En fait c'est l'effet inverse. Donc moi je pense que regarde dans le contenu, qu'est-ce qui te fait triper ? Peut-être que l'oral te plaît. Tu vois, peut-être que du coup, c'est du contenu audio, du podcast. Alors, la vidéo porte aussi beaucoup le podcast, mais moi, je pense que vraiment, pour l'impact que ça a, il faut que tu fasses quelque chose qui te fait triper. Ne te force pas à faire des posts LinkedIn. Si tu as la flemme d'écrire, ça coûte 80 balles à déléguer. La vidéo, aujourd'hui, ça vaut 150 €. Nous, on la vend 150 € postée sur 4 réseaux. Ne fais pas tes montages toi-même, je t'en supplie. Envoie-moi un MP. Mais pour le coup, vous imaginez combien ça vous coûte ? Le montage, c'est le double de temps minimum de la vidéo. Donc, vous faites une vidéo de 10 minutes, et encore, je suis gentille, si vous faites un montage, vraiment, vous coupez les blancs. Ça vaut pas le coup vraiment de le faire soi-même. Et je pense qu'en plus, déléguer ces réseaux sociaux, si c'est un truc qui vous fait pas triper, c'est un bon réflexe à avoir. Moi, j'adore. Jamais on peut poster une story à ma place. Parce que j'adore ça, je vis pour ça, j'ai envie de partager. Mais sinon, déléguez-le. Et ça coûte pas cher aujourd'hui vraiment de le faire. Tu vas sur Malte, même trouver un vidéographe, tu vas sur Malte, tu regardes, le mec, ça va te coûter 600 € la journée. Il va te faire toutes tes vidéos de l'année. Ton site internet, tes newsletters, donc voilà. Après, il faut, encore une fois, et si tu veux, on s'en parle en privé aussi, quand tu prends un vidéographe, faites attention au brief. Parce qu'en fait, est-ce que vous achetez la vidéo
ou est-ce que vous achetez de la performance sur les réseaux? Il y a des mecs qui vont faire une très belle image. Moi, j'en ai fait pendant des années des superbes images, hein, mais ils ne savent pas vous aider sur la prise de parole. Donc, il faut être très clair sur le brief, mais en tout cas, si tu aimes la vidéo et si c'est plus naturel pour toi, c'est le format le plus héroïste. Tu le postes sur 4 canaux d'affilée. Tu as TikTok, tu as Instagram, tu as LinkedIn, tu as YouTube Short et tu as même, ça dépend hein, pour certains, Pinterest. La vidéo, c'est ultra rentable parce que tu la déclines partout. Donc, ça peut être la solution. On va prendre encore 2 questions. Bonjour, je m'appelle Margot. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant tout ce que tu as partagé. Et j'ai vraiment entendu ce que tu dis sur le fait d'être soi-même. Et en même temps, je suis coach, j'accompagne les dirigeants par rapport à mon ancienne carrière dans la pharma. Et je suis donc beaucoup de coachs sur LinkedIn et j'en peux plus d'Émilie David, j'en peux plus de voir partout la même chose, d'Émilie David Laroche pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, on a les mêmes posts partout et parfois ça m'effraie en fait pour savoir comment poster, même si j'entends être moi, mais être soi dans un milieu qui est surpeuplé de tout ce coaching, c'est pas forcément évident de trouver son ton et un ton qui est juste et qui va pas dans l'ego et qui va pas dans un truc qui est peut-être un peu dévié parce que moi je veux pas être un Émilie David justement parce que j'essaye de trouver qui je suis en fait. Donc pour en revenir à ma question, c'est dans un milieu où on a envie d'être unique et en même temps d'être soi et en même temps de parler à notre cible, comment tu fais quand tu vois ces réseaux avec ces mêmes posts partout? Qui est-ce que tu adresses aujourd'hui? Des dirigeants et des top managers. Qui ont quel type de problématique? Qui ont un problème entre... ils vont faire du dev perso en privé et ils vont arriver dans leur job avec leurs équipes et ils vont avoir un problème d'équilibre entre comment ils doivent manager et comment ils ont envie de manager. Et c'est aider ces personnes-là à justement comprendre comment être soi-même dans leur job, avec tout ce qu'ils ont appris en dev perso, avec tout ce qu'ils ont envie d'amener comme sens, dans un milieu, moi je viens de la pharma, où c'est parfois difficile de voir le sens et d'amener le sens aux équipes. Donc c'est des dirigeants dans le milieu pharma? Entre autres, oui. Entre autres. Parce que pour moi, que ce soit milieu pharma, dans plein de milieux, tu as ce souci de sens entre ton produit et ce que toi, tu as envie d'amener. Donc, je ne m'adresse pas que à la pharma, même si j'ai un gros réseau dans la pharma. Parce que pour moi, que tu fasses de la pharma ou que tu bosses pour Leclerc ou L'Oréal, tu as un problème de sens. Donc, toi, là où tu as la plus grosse valeur ajoutée, sur tous ces dirigeants, tu peux aider le plus rapidement avec le plus d'impact et où ça te coûtera le moins d'efforts. Ok, super question. Je vais me poser avec un papier et un crayon et aller creuser ça. On se voit après. Ok, avec plaisir. C'est en fait, tout le monde a ce problème. On se dit qu'on veut le plus de clients possible, donc on va chercher un super grand marché adressable. Et c'est le piège numéro 1, mais on l'a tous eu. Hein. Moi, je voulais adresser, quand j'ai lancé Agence Personnelle, c'était pour tous les entrepreneurs. En fait, on veut tous avoir tout le monde. Mais je pense que la meilleure stratégie, c'est l'inverse, c'est l'ultra spécialisation. Au tout début, quand je me suis lancée, si j'avais voulu faire du marketing et devenir numéro 1 en marketing, personne ne m'aurait écouté. J'ai fait du partenariat. Je prenais la parole, ultra niche les gars. On était 2, donc je suis facilement devenue numéro 1 parce que l'autre ne postait pas. Et j'étais du coup numéro 1 sur le partenariat marketing. Après, je me suis dit, je vais faire le growth marketing. J'ai lancé le podcast du growth marketing. Après, j'ai fait le marketing. Après, le marketing digital. Après, j'ai fait le marketing. Après le marketing, je me suis dit, je vais faire l'entrepreneuriat. Et maintenant, je fais le future of work. Votre marché, votre taille de marché, elle va augmenter au fur et à mesure. Mais si vous faites l'inverse, vous allez vous casser la figure. Commence par une ultra niche. Va chercher le plus petit segment adressable que tu peux. Comme ça, tu vas facilement dire que tu es numéro 1. Je te donne un exemple. Une de nos clientes qui s'appelle Cyrielle, elle a une agence qui accompagne les marques de retail, les magasins, à ouvrir des magasins en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a trouvé le plus petit segment sur lequel elle pouvait être numéro 1 et je l'ai positionnée là-dessus. Et c'est devenu la numéro 1 quand tu veux ouvrir ta boutique à Cannes. Tous les gens qui veulent ouvrir une boutique à Cannes, ils ont envie de passer par Cyrielle parce qu'elle est numéro 1 pour ouvrir une boutique à Cannes. Et c'est beaucoup plus sexy que agence de retail Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça parle à personne. Va chercher un tout petit segment, deviens numéro 1 sur ce segment et après, tu étends au fur et à mesure. Et tu peux pas te planter avec cette strate. Ok, merci. Je sens que je suis morte de peur à l'idée d'être aussi ciblée et en même temps, il faut aller là où va la peur en général. Donc... Tu peux pas te tromper et si un client te dit mais je suis pas tout à fait dans la case, tu vas lui dire comme à ton ex, tu vas lui dire avec toi c'est différent, je te prends quand même. Et il va adorer. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Avec plaisir. Super. On va remercier Caroline. Vous inquiétez pas, elle est là toute la journée, donc elle va répondre plus tard à vos questions. Merci à vous.
On va enchaîner. Caroline, elle va aller s'installer comme ça, elle va faire des dédicaces. Parce que vous savez, elle a sa hotline, on est jeudi. Donc, il faut qu'elle se prépare aussi. Donc, on va enchaîner. Merci, Caroline. Je suis trop contente. Merci pour tout. Et en plus, tu m'as délivré pas mal de conseils, même en amont. Donc, je suis très contente. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était ma première conf de la rentrée. Donc, merci d'avoir partagé ce moment. Super.